Quand on parle de pédagogie active, on peut avoir en tête les séances de jeu ludiques, mais cela, c'est vraiment extrêmement réducteur et simpliste. Parmi les avantages que j'ai notés en préparant ce podcast, on peut noter par exemple le développement des compétences transversales, l'engagement accru des apprenants, l'apprentissage collaboratif, l'adaptation au rythme individuel, et puis surtout, une stimulation de l'autonomie par la mise en situation, par exemple. Mais il y a aussi des inconvénients qui sont évoqués sur la pédagogie active, notamment l'exigence en ressources et en temps, les formations des enseignants à cette pédagogie, l'hétérogénéité des résultats, la résistance au changement. Il y a voilà, des personnes qui parfois vont avoir cette pédagogie pas forcément avec un bon accueil. Et puis l'évaluation qui va être peut-être plus complexe par les mises en situation. Donc en France, la pédagogie active et son adoption, ça se fait progressivement, mais elle est encore euh, confrontée à des obstacles, d'abord liés aux pratiques traditionnelles de l'enseignement et aux contraintes aussi de ressources. On en parlera certainement tout à l'heure. Le succès de la pédagogie active, ça dépend en grande partie du soutien des organisations, donc du client, de l'entreprise, par exemple, qui souhaite former ses collaborateurs et de la volonté des parties prenantes d'opérer un changement, par exemple de l'encadrement, des managers, d'avoir ce changement profond dans les résultats et surtout dans la méthode d'enseignement. Et éventuellement dans les montées en compétences, mais on va développer tout ça. Alors pour nous accompagner dans cette discussion, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Barden de la société Aceris. Bienvenue Nicolas. Bonjour Pascal, bonjour à tous et merci de me recevoir. Merci à toi surtout. Alors, Nicolas, on s'est rencontrés lors d'une mission dans un grand groupe et tout de suite, enfin, j'avais découvert un peu l'univers d'Aciaris et les formations et j'avais trouvé vraiment une approche très différente et très innovante de la pédagogie. Et c'est pour ça que je t'ai invité parce que voilà, je pense que ça va être très intéressant pour nos auditeurs de partager ça. Alors, Nicolas, comme on se connaît déjà, je te propose d'employer le tutoiement. Est-ce que ça va pour toi? Parfait. C'est bon? Mm. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter et cela de la façon dont tu le souhaites? Alors, donc je suis Nicolas Bardin, je vous parle de Carquefou, à côté de Nantes, d'où j'ai migré il y a une quinzaine d'années depuis l'Île-de-France. Je suis ingénieur de formation. J'ai été diplômé de l'école d'ingénieur EIGSI de La Rochelle, qui est une école d'ingénieur en génie des systèmes industriels, donc un cursus généraliste. Et il se trouve que on va le dire vraiment au démarrage, avec un peu de hasard, j'étais happé dans un stage de fin d'études en matière de santé sécurité au travail, qui à l'époque s'appelait plutôt hygiène et sécurité, et que j'ai été absolument passionné par ça. Au début, j'ai eu peut-être tendance à penser que avec une connaissance scientifique et technique, j'allais être très 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 avantagé par ce cursus dans la prise en compte des objectifs de santé-sécurité. Finalement, évidemment, l'expérience m'a un petit peu ouvert les yeux sur bien d'autres champs qui sont peut-être plus propres que la connaissance technique à garantir la pertinence d'un discours et d'une organisation vers des objectifs de zéro accident, zéro maladie professionnelle. C'était en 95, donc ça fait un petit peu une trentaine d'années maintenant que je suis sur ces métiers de la santé et de la sécurité. J'ai commencé par occuper des postes de responsable et de directeur prévention dans trois structures en tant que salarié, donc à l'échelle française. Ça a été l'occasion pour moi de découvrir les notions de risque physique, puis les notions de risque psychique, à l'avènement de ceci finalement dans l'esprit des gens.
Et là, on était en 2001 où j'ai créé mon premier cabinet qui était spécialisé en conseil et en formation, qui s'est appelé Préventex, que j'ai fermé en 2016. Euh, Entre-temps, j'avais créé le cabinet Axiaris et commencé à développer l'équipe Axiaris. Axiaris est né donc en 2009 précisément, sur l'impulsion de Jean Labattu et de moi-même, Jean Labattu étant mon associé. Et aujourd'hui, c'est une équipe de 4 personnes qui s'entoure de gens tout à fait choisis et sélectionnés, une quinzaine de personnes au bout de 15 ans qui, en même temps qu'ils permettent de couvrir le territoire national, permettent également comment dire, de développer et d'animer une quinzaine de solutions pédagogiques qu'Axiaris a conçues de toutes pièces. Voilà. Mm. Ça, c'est notre organisation. Ensuite, notre raison d'être, depuis le début, est résolument réaffirmée mois après mois, semaine après semaine. C'est la suivante, c'est de susciter dans les entreprises qui nous appellent, chez chaque travailleur et quelles que soient ses responsabilités, des décisions sincères et durables pour renforcer ses propres pratiques qui sont des pratiques favorables à la santé et à la sécurité, que ce soit donc au bénéfice des autres qui dépendent de lui ou de lui-même, évidemment. Euh, Par ailleurs, donc, je suis passionné de randonnée vélo VTT. J'y passe pas mal de temps dans mes vacances. J'ai 2 enfants qui sont âgés de 16 et de 18 ans. Voilà. Ah, bon. Profil complet. Super. Merci Nicolas. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, parce que tu as un profil d'ingénieur à la base, donc tu t'occupes, tu vas vers la santé sécurité au travail, Mhm. et qu'est-ce qui t'amène à t'intéresser à la pédagogie active, ou enfin en tout cas à des formations, à vraiment axer ton activité sur la formation des personnes sur ces sujets-là? Alors, c'est l'expérience, en un mot. Une expérience qui n'a pas, je vais le détailler, qui n'a pas toujours été efficace en termes pédagogiques, à une époque où bien peu d'entre nous l'étaient, finalement, dans la catégorie de ceux qui cherchent à impacter les gens, et donc les formateurs à l'époque. Euh, pour moi et pour mon équipe, lorsque je dirigeais Préventex, la formation, évidemment, elle fait partie de nos activités, et ce, probablement à partir de l'année 2005-2006. Euh, et à cette époque-là, on parlait moins de pédagogie active, on se posait moins de questions autour de l'efficience Hmm. des actions qu'on proposait, et le client lui-même se posait moins de questions autour de cette efficience-là. Néanmoins, il y a un certain nombre d'échanges que j'ai pu avoir avec nos clients à l'époque qui étaient un petit peu gênants en synthèse, puisque le, en résumé, l'impression du client tenait en 2 phrases. Oui, vous avez vraiment réalisé une prestation qui était conforme à ce qu'on s'était dit ensemble au démarrage. Et puis la deuxième phrase, malheureusement, c'était oui, mais il y a encore euh, de nos salariés, de nos équipiers qui n'ont pas changé ou affûté leur manière de faire ou leur pratique en Hmm. faveur de la santé et de la sécurité. Enfin, en un mot, ça tenait en certains restent encore avec leur ancienne habitude défavorable. Hmm. Alors ça, c'était effectivement très gênant, hein, parce que là, on était un petit peu, pour moi, ça m'installait dans une dissonance cognitive assez inconfortable, et j'ai décidé que ce serait tout simplement euh, plus du tout possible. Alors, à Hmm. partir de là, euh, j'ai cherché le moyen, les moyens les plus efficaces et les plus efficients pour
faire prendre justement aux individus dans les entreprises qui nous missionnaient des décisions durables et sincères et solides en faveur de la santé et sécurité et de leurs bonnes pratiques. J'ai cherché et effectivement, je suis tombé sur les pédagogies actives. Et c'est donc la bascule a lieu à ce moment-là. Et en particulier, j'en dirai un peu plus tard, dans les pédagogies qui utilisent le jeu pédagogique comme modalité centrale Hmm. et affirmée. D'accord. OK. Mm. Donc, ça va Et être ça, c'était intéressant. en fait Oui, à l'origine de la création hmm, d'Axiaris, une nouvelle d'Axiaris. équipe pour un nouveau mode d'action sur un nouveau type d'objectif, en fait. Hmm, Voilà. OK. Donc, ça va être intéressant parce que justement, c'est ce que je souhaitais un peu mettre en avant parce que vous avez vraiment justement une approche très intéressante et puis qui rejoint un peu ce que je recherche moi aussi quand je fais des formations, c'est-à-dire que c'est d'avoir des résultats. Entre guillemets, on ne peut pas garantir tous les résultats, mais en tout cas, l'approche, elle est de se dire, on va essayer de faire le maximum pour que le maximum de comportements évoluent, quoi. En tout cas, par rapport aux attentes d'une organisation. Donc, je vais un peu conduire ce podcast selon un peu trois axes. Le premier, c'est un peu déjà définir ce que c'est la pédagogie active, parce que bon, on en entend parler, on lit beaucoup de choses, mais il se dit justement, je parlais en introduction d'avantages, d'inconvénients, il se dit beaucoup de choses là-dessus. Euh, et c'est bien de redéfinir un peu ce cadre-là. Euh, Voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire peut-être avec la pédagogie active. Est-ce que ça se prête à toutes les formations ou pas? Et puis voir comment on peut, avec une organisation, on peut monter un projet ou de monter en compétences ou d'évolution en tout cas des collaborateurs grâce à la pédagogie active. Mm. Alors, première partie. Là, on va essayer de définir un peu ce que c'est que la pédagogie active. Alors, Nicolas, si on devait un peu définir cela, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme idée, comme fondamentaux de ce que c'est que la pédagogie active? Alors, la pédagogie active, ça réfère à un champ de réflexion qui est finalement pas si récent que ça, hein. On va dire même carrément ancien, puisque déjà au XVIIe siècle, c'est Jean-Jacques Rousseau qui parlait d'une méthode active, hein, dans ses réflexions sur la manière de faire passer les messages. Et puis bon, quand même, de fil en aiguille, aux alentours des années 80, la cogitation mondiale sur ces sujets-là a défini la pédagogie active comme étant, en fin de compte, euh, une approche pour faire changer les individus dans leur niveau de performance et de compétence par l'assimilation et l'appropriation par soi-même. En fait, ça tient un peu dans ces quelques mots. Alors, assimilation et appropriation par soi-même, ça suppose ce qui s'est appelé le tâtonnement expérimentiel. Le tâtonnement expérimentiel comme finalement déjà une base une méthode de base qui consiste à être assez patient, à lancer les gens dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas, peut-être en oubliant de leur donner un certain nombre d'informations et en les laissant, en fin de compte, faire leurs expériences, leurs découvertes et apprendre par des modes coopératifs. Alors, ça suppose, pour celui qui conçoit la pédagogie active, d'être par principe centré sur les désirs et les besoins de l'apprenant. Ça suppose également pour lui de tenir compte de manière plus avancée du niveau de cet apprenant, que ce soit un niveau en termes de savoir, en termes de savoir-faire et de savoir-être,
aussi en termes, et maintenant on est là-dessus, en termes de sensibilité et de culture individuelle sur le sujet qu'on va aborder. Et en l'occurrence, pour Axiaris et toute l'équipe, c'est pas mal, évidemment, la culture santé-sécurité du groupe social. Hmm. Et la troisième chose que ça suppose, à mon avis en tout cas, c'est que le, l'animateur euh, qui devient un facilitateur, en fait, accepte et procède à un changement de posture très personnel qui n'est plus, comme à l'ancienne, enfin, la posture de celui qui vient apprendre quelque chose comme un sachant supérieur en expérience et en connaissance, mais qui effectivement, d'un coup, commence à travailler sa capacité à se mettre en retrait finalement et à dépolariser la communication au sein du groupe, qui a une tendance à se polariser autour de lui, mais c'est un phénomène qui fait effectivement l'animateur doit commencer à éviter. Hmm. C'est ces trois choses, en fin de compte, qui vont garantir qu'on est dans une pédagogie véritablement active. Hmm. D'accord. Ok. Alors Et après, de manière extrêmement concrète, ce qu'on peut en dire, et ce que le participant va en vivre, c'est des expériences d'apprentissage par projet, par exemple. C'est des apprentissages par découverte, où, où finalement notre participant va on va être mis dans une position où, ensemble avec d'autres, tout seul, il va être tout seul amené à faire preuve de curiosité et à synthétiser lui-même un certain nombre de choses qu'il n'avait pas en tête auparavant. Ça peut aussi être aussi le cas où on soumet un petit groupe à un problème qu'il doit résoudre. On le soumet, ce petit groupe, donc à des objectifs coopératifs. On soumet au groupe ou à des sous-groupes des cas concrets. Et donc, tout ça, ça va encourager le côté expérientiel de la montée en compétences, hein, comme on peut dire. hmm. Ok. Alors, en France, où on a une culture, on l'entend tous les jours, une culture de l'enseignement, de la formation, des fois qui est un peu traditionnelle. Est-ce qu'il y a des freins en France, purement français, hein, je dirais, à cette pédagogie, à cette approche? Alors, il y a des avantages et puis il y a des inconvénients qui constituent, qui provoquent, entre guillemets, parfois les freins. Alors, les avantages sont heureusement plus nombreux que les inconvénients. Ça va être le développement de l'autonomie de l'individu, le développement de sa curiosité. On le fait aller vers une capacité augmentée à innover, à résoudre les problèmes, donc comme je le disais tout à l'heure. On développe la collaboration, les liens collaboratifs et donc la propension de chaque individu ensuite, enfin évidemment dans le moment pédagogique, mais aussi ensuite à résoudre un certain nombre de questions ensemble. Et la conséquence avantageuse de tout ça, ça va être qu'on a un apprentissage et une mémorisation à plus long terme. Donc évidemment, Hmm. c'est un des aspects les plus séduisants de ces pédagogies quand il a fallu les mettre en place. Hmm. Est-ce qu'il y a des freins particuliers donc en France sur le terrain comment dire, de la société française et de sa sensibilité? Je suis embêté pour répondre à ta question, Pascal, parce que je ne saurais pas différencier, sans connaître mieux, en tout cas, le contexte international et les cultures, comment dire, les différences interculturelles qu'il peut y avoir. Hmm. Je sens qu'il y a effectivement des différences, mais par contre, il y a sans confronter la France à elle-même et à sa sensibilité, il y a effectivement des freins à l'adoption et à la préparation de ces techniques-là. Hmm. Je pense essentiellement au temps que ça prend et à Hmm. l'investissement temps et énergie mentale que cela peut prendre aux gens qui décideraient de s'y mettre. Hmm. Le temps étant de l'argent, bah, derrière, les gens font le lien tout seuls.
Mais effectivement, c'est ces deux choses, en fait, en termes de durée, qui vont intervenir comme des éléments freinants pour les gens qui décident de telle ou telle pédagogie à exploiter. La première chose en termes de durée, c'est la durée de la conception pédagogique qui va demander parfois de faire la révolution dans ce qu'on avait l'habitude de développer comme pédagogie, et donc de passer tout un temps de reconception pour intégrer les nouvelles pédagogies actives. C'est aussi, à ce stade-là, le fait de concevoir des phases, des séquences, des exercices originaux avec toute la logistique et le matériel que ça peut demander, hein. Et tout Hmm. ça, c'est du temps et donc parfois par nécessité de l'argent le plus souvent. Hmm. En termes de durée, il y a un deuxième aspect qui est la durée ah ouais, du face-à-face pédagogique en fait, hein, parce que comme cette pédagogie va prendre en moyenne par objectif pédagogique plus de temps dans l'animation, Hmm. eh ben, on va se trouver assez rapidement en phase de conception dans la nécessité soit d'augmenter le temps du face à groupe pédagogique, Hmm. soit devant la nécessité de réduire ses ambitions pédagogiques et donc le nombre peut-être d'objectifs. Hmm. Oui, la séquence entre une formation, on va dire, un peu descendante avec une séquence qui va être peut-être plus courte, mais Ouais. ou une formation plus pédagogie active avec une séquence qui, elle, va aller chercher des résultats beaucoup plus rapidement, mais va demander une séquence de formation plus longue son application. Tout Et à ce que fait. tu traduis aussi, si je comprends, c'est que il y a deux approches. C'est-à-dire que si on veut aller dans la pédagogie active, il faut être dans la recherche de résultats, déjà, je pense, et donc d'accepter d'investir pour récolter à moyen long terme. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on, on voit hein, dans les formations, dans beaucoup d'organismes, des formations, alors que c'est pas péjoratif, mais que j'appelle sur étagère, des formations très standardisées, très, très modélisées, enfin pour tout le monde, ça va être la même formation. Mm. Et l'entreprise va plus faire prendre ces formations-là pour cocher des cases et dire j'ai formé les personnes à la santé sécurité, voilà, j'ai entre guillemets répondu à mes deux obligations réglementaires. Mais au final, et tu l'évoquais tout à l'heure, avec des entreprises qui disent j'ai des problèmes, je n'ai pas les résultats. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des comportements qui n'ont pas changé. Mm. Euh, Effectivement, en pédagogie active, si je comprends bien, on va plutôt aller justement dans cette recherche de l'efficience, de l'efficacité, et de façon plus large et plus globale. Donc, pour avoir des résultats pas dès le lendemain, mais qui s'effacent une semaine après, mais plutôt qui vont s'installer dans le temps, où les comportements vont changer à moyen long terme. Ouais, c'est C'est tout ça. à fait ça. Ok. J'ajouterais que si on veut faire, de mon point de vue, en tout cas de manière assez, rester dans le pragmatisme, euh, l'un des freins qu'on va rencontrer quand on veut se chauffer du bois des pédagogies actives, c'est un frein quasi, on peut dire, logistique. Tu vois, c'est la difficulté un petit peu accrue ou bien supérieure parfois lorsque l'on veut choisir un temps dans l'année une durée, Hmm. lorsque l'on veut choisir une salle et lorsque l'on veut choisir et mettre en place et en œuvre des supports et des matériels pédagogiques, euh, tout devient un peu plus complexe ou beaucoup plus complexe. Et je vais prendre un exemple très parlant. Euh, Si dans le cahier des charges, l'organisation d'une formation en pédagogie active, et encore plus peut-être, et on connaît bien le sujet, dans les pédagogies de jeux pédagogiques, hein, si on ne prête pas attention à la surface de la salle et Hmm. les proportions de la salle, si on ne pose pas de questions et si on n'est pas assez exigeant dans l'aménagement de cette salle
jusqu'au moindre détail. Par exemple, Mm, est-ce que les tables sont de quelle dimension? Est-ce qu'elles sont liaisonnées les unes avec les autres? Est-ce qu'on a une disposition tout à fait figée ou pas? mm, On a toute cette question à se poser et ensuite tout un tas de ces exigences vont se transformer en complications mm, pour l'organisme de formation qu'on est, mais aussi pour le client et le chargé de formation qui est aux commandes finalement du côté mm. client. Et ça peut être un frein important. Et nos clients d'ailleurs sont assez surpris de temps en temps quand on s'intéresse de manière très rapide dans le processus de conception ou de, ou de personnalisation des solutions. Euh, Mm. Très rapidement, on va s'intéresser à ça. Ça peut avoir un petit côté surprenant. Oui, Mm. oui, je le vis bien aussi, moi, de mon côté, sur plein de sujets, et même sur les conférences, hein. La façon, ce qu'on pourra faire va différer des moyens qu'on va avoir et connaître les moyens très tôt est important parce que on va pouvoir ou pas. Puis en plus, la définition des fois d'un client d'une grande salle. Oui, mais la salle est grande. Oui, mais Ah oui, les tables, est-ce exactement. qu'elles sont mobiles? Est-ce qu'elles sont pas mobiles? Comment on peut Ouais, les agencer? Et des fois, on peut avoir, voilà, c'est ce que tu disais, c'est le niveau d'exigence de préparation qui peut surprendre les clients. Mm. ouais, exactement. Et là aussi encore, comme la durée, on en parlait tout à l'heure, est en lien avec comment dire, le budget, ben là c'est pareil en fait, effectivement, entre 30 mètres carrés, 60 mètres carrés, 250 mètres carrés de salle, évidemment, il faut que le client soit pas surpris des incidences que ça peut avoir. Ouais, bien sûr, Mm. ça marche. Euh, Est-ce qu'il y a, tu as dressé tout à l'heure un peu des méthodologies, mais est-ce que chez Asiaris, par exemple, il y a plusieurs méthodologies de pédagogie ou est-ce qu'il y a des approches, des grandes méthodologies dans la pédagogie active? Tu parlais là de jeux ludiques, tu parlais de mise en situation. Voilà. Est-ce qu'il y a voilà, des méthodes un peu générales qu'on peut, qui permettent de découvrir, de mieux connaître le sujet? Ouais. Alors, ben, sur cette base de pédagogie active, la question qu'on s'est posée chez Axiaris, et dès les premiers jours d'existence, c'est comment on peut maximiser l'efficience de nos interventions et par là, quelles sont les meilleures des pédagogies actives pour atteindre notre objectif. Je rappelle, notre objectif, c'est susciter et provoquer des décisions individuelles, sincères et durables en faveur de la santé-sécurité de ceux qui sont dans les équipes du participant et du participant lui-même. Donc, on vise la prise de décision et évidemment, il y a plein de solutions qui sont attirantes, qui sont on va dire, je vais pas dire innovantes, mais qui sont surprenantes et nouvelles, mais toutes ne sont pas de notre goût efficientes et propres à faire prendre des décisions. Hmm. Alors, je vais pas tacler personne, mais je vais donner un exemple qu'il faut prendre avec beaucoup de distance parce que c'est une solution que j'apprécie beaucoup également, mais qui, à mon avis, il faut environner de manière bien réfléchie. Par exemple, si je prends le, la représentation théâtrale, voici une disposition pédagogique qui ne peut pas vivre efficacement si on l'envisage trop isolément. Oui. Et l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on pouvait choisir de plus efficace pour faire prendre des décisions et accessoirement, enfin même pas accessoirement, presque principalement, est-ce que cette solution pouvait nous permettre de faire l'économie de la résistance au changement que tu citais tout à l'heure, enfin des phénomènes de réactance. Et c'est en y réfléchissant qu'on est venu donc à consacrer pour le futur d'Axiaris
le jeu pédagogique de grande ampleur comme modalité principale et centrale de nos solutions pédagogiques. Mm. Alors, ok, pourquoi le jeu pédagogique? D'abord, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi je parle de pédagogie, de jeu pédagogique de grande ampleur? Alors, euh, le jeu pédagogique de grande ampleur, ce n'est pas une séquence ludique comme on peut être amené nous-mêmes à en faire, hein. Mm. Euh, le terme de ludique, d'ailleurs, est un petit peu, de temps en temps, une tendance à se faire galvauder, finalement. Euh, j'ai entendu déjà quelques-uns de mes interlocuteurs parler du ludique comme étant toute solution ou partie de solution qui est un peu visuelle, qui est un petit peu, qui change un petit peu de l'exposé euh, descendant, etc. Mm. Donc nous, ce qu'on entend par jeu pédagogique, c'est aussi pour ça qu'il nous faut de la place. C'est quelque chose qui va forcément prendre une matérialité importante, une place importante et un temps important. Les avantages du jeu à ce moment-là, quand on l'envisage comme ça, c'est que il va être cohérent avec l'objectif final qui est soyez les acteurs. En fait, l'idée en toile de fond est toujours Mm. celle-ci. Soyez les acteurs. Donc, en instaurant et en embarquant les gens dans un jeu pédagogique, on a déjà cette impression de cohérence de A à Z qui est que le participant dit, OK, là je suis acteur, donc c'est bien que c'est faisable d'être acteur. Il y a deuxième avantage pédagogique, c'est que on a en fait un jeu est porté par une règle et de manière totalement, ça nous a presque surpris au début, mais de manière totalement inconditionnelle en fin de compte, une chose qui n'est pas et jamais discutée par les participants, c'est la règle du jeu. Mm. Donc, si on joue pendant une journée, si on joue pendant une journée et demie dans une de nos formations, c'est que la première surprise, c'est qu'on n'a jamais, il n'y a jamais de discussion autour de la règle du jeu. Et Mm. ça nous permet de faire abstraction, enfin de faire l'économie d'un certain nombre de pertes de temps et de beaucoup, beaucoup mieux gérer ces phénomènes de résistance au changement, en évitant en particulier tout un tas de discussions, on va dire, un petit peu stériles ou pas très productives, qui freinent le groupe, qui lui font Mm. perdre du temps et qui font surtout perdre en dynamique et qui peuvent compromettre, des discussions stériles peuvent compromettre en fin de compte les prises de décision à l'intérieur de l'exercice. Mm. Voilà. Et accessoirement, mais c'est pour ça que je le cite qu'à la fin, c'est qu'accessoire, ce jeu pédagogique est effectivement d'un niveau de divertissement bien plus intéressant que d'autres pédagogies actives. Et il contribue à redorer le blason de la santé-sécurité qui, dans un, peut-être, je ne vais pas dire la majorité des esprits, mais en tout cas une frange non négligeable des personnes, ont eu tendance par le passé à développer une idée pas très très sympathique du sujet de la santé et Mm. de la sécurité au travail. Et Mm. donc ce côté divertissant va essayer de là aussi redorer l'image, le blason de la discipline dans son entièreté. Mm. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Et je crois que vous avez une formation qui s'appelle Self Leader Ouais. et qui fonctionne, enfin, où c'est toute une mise en situation, c'est ça? Oui. Parce que Oui. c'est pour développer le leadership individuel. Alors, self-leader en santé-sécurité est basé sur l'idée que, évidemment, chacun euh, peut redevenir maître de lui-même euh, ou augmenter le contrôle qu'il a de lui-même sur les sujets de santé-sécurité. Alors, c'est cette solution qu'on appelle self-leader, là, c'est vraiment l'archétype
chez nous, chez Axiaris, de ce qu'est une formation engageante. Hein, on en a d'autres, mais puisque tu me parles de celle-ci, euh, on l'a basée sur les travaux scientifiques de Gabriele Oettingen, attends, donc là, c'est un bouquin qui s'appelle, je peux te le montrer, qui s'appelle Rethinking Positive Thinking. Et Gabrielle Oettingen, aidée qu'elle était pendant une vingtaine d'années, entre 95 et 2015, par son mari, qui faisait le même métier qu'elle, c'est-à-dire chercheur en psychologie, partagé entre les États-Unis et la Germanie. Euh, et ben ils ont mis en place, en fin de compte, une méthode pour euh, permettre à chaque individu, de manière assez simple, euh, une méthode pour renforcer sa motivation propre à l'égard d'un objectif librement défini. Hmm. En anglais, ils l'ont appelé en 4 étapes la méthode WHOOP avec 4 lettres, comme les 4 étapes. Et donc, je te fais pas tout Oui. l'exposé, mais globalement, si le postulat scientifiquement prouvé ensuite, évidemment, par Gabriel Oettingen, c'est si on passe régulièrement par cette méthode, et les régulièrement peut vouloir dire 2 à 3 fois par jour, et si on la prépare bien, on est capable de conditionner son propre cerveau et pour la bonne cause, de tromper son propre cerveau pour atteindre des objectifs qu'on a nous-mêmes définis. Hmm. Alors j'ai trouvé que ces travaux-là étaient non seulement fondamentalement intéressants, la lecture du bouquin n'est pas forcément très facile, Hmm. vu que, à ma connaissance, pour l'instant déjà, il n'est pas traduit en français, mais au-delà de ça, c'est quand même des travaux scientifiques. Donc voilà. Donc intrinsèquement très intéressant, et puis absolument transposable à finalement les problématiques qui peuvent se poser à chacun des travailleurs dans chaque entreprise, qui constatent que ces pratiques ne sont pas toutes entre guillemets de bonnes pratiques et qu'elles devraient être euh, qu'elles devraient être améliorées. Donc en fait, dans Self Leader en santé sécurité, on propose aux gens un set de bonnes pratiques dans lesquelles ils vont faire, entre guillemets, de manière absolument libre leur marché, et on les accompagne méthodologiquement dans la préparation de ce WHOOP. euh, et donc, ils déterminent tout un tas d'idées qui leur appartiennent, et qui vont permettre d'appliquer la méthode WHOOP, qui vont leur permettre d'appliquer la méthode WHOOP pour d'une certaine manière, de se reprogrammer, en fait, Hmm. et, euh, et atteindre la réalisation effective de nouvelles bonnes pratiques. Hmm. Donc, ils repartent Voilà. avec une sorte de plan d'action personnel Ouais, plan d'action personnel, mais aussi une méthode pour se remonter en énergie et hmm, se remonter en motivation intrinsèque intrinsèque. sur un objectif qu'ils ont eux-mêmes fixé, quoi. Hmm. C'est ça qui est parfaitement intéressant. Et donc, Hmm. c'est une idée euh, profondément, c'est de responsabiliser les gens à Hmm. à des niveaux plutôt opérateurs ou managers de premier niveau, Hmm. qui, dans certaines entreprises, peuvent penser ou peuvent s'être mis à penser que, ils étaient que des suiveurs. Voilà. Hmm. Self-leadership va un petit peu enfin, les reconcerner et les remettre dans une dynamique où, oui, j'ai du contrôle sur moi-même. Voilà. Et Hmm. Et accessoirement, ils deviennent acteurs principal de ouais, leur propre sécurité, santé et sécurité. c'est ça. Et évidemment, comme d'habitude, dans les solutions d'Axiaris, on évite de faire, comment dire, de faire référence à aucune obligation réglementaire et même à Hmm. aucune obligation interne de faire ceci ou faire cela. On en Hmm. appelle plutôt au sens que chacune de ces bonnes pratiques peut avoir. Hmm. Alors c'est D'accord. vrai que ce self-leadership, on en parle aux opérateurs,
on pourrait parfaitement, et on le fait, en parler ce qu'on appelle les leaders en faveur de la santé-sécurité Mm. dans d'autres de nos solutions, puisque il n'y a pas de leadership sans self-leadership. Mm. Voilà. Oui, et puis les objectifs peuvent être différents, mais la méthode la même, hein. Je dirais, c'est juste l'objectif qui va être différent, Et mais voilà, l'objectif est la portée, en fin de compte, du mm, résultat qui bah, est à la portée de... Chacun a des objectifs à sa portée, quoi. Voilà. mm. Ok. Et puis chacun a un impact dans une organisation, chacun a un impact sur la santé-sécurité, chacun à son niveau, quoi. Exactement. Self-leader est une solution qui présente un avantage qui est, enfin, une conséquence de cela est non pas seulement d'armer les gens pour se réapproprier ou s'approprier plus après des bonnes pratiques, mais aussi de créer en fin de compte un phénomène vertueux de groupe qui est la rehausse du niveau d'exigence de l'ensemble du groupe social des opérateurs. Mm. Et ce niveau d'exigence va s'opérer, c'est ce qui est très intéressant, il va s'opérer en pression remontante sur la hiérarchie de proximité et créer un nouveau contexte porteur pour les managers de proximité qui se sentent, c'est vrai, qui sont un peu pris entre deux exigences venant de la direction et venant de leur base. Et en même temps, ils sont portés par cette base, là où peut-être auparavant, ils ne l'étaient pas, ils se sentaient un peu les seuls moteurs Mm. de la dynamique santé-sécurité. Alors là, Mm. donc, on leur permet d'avoir des équipes qui remontent en exigence et remontent en, Mm. en capacité de porter elles aussi, elles-mêmes, Oui. les sujets. Mm. Ok. Ouais, ouais, très intéressant. Et puis ça ouvre des voies pour les organisations aussi un peu différentes. Parce que bon, aujourd'hui, on le voit, hein, on a des managers qui sont des fois un peu en souffrance, hein, par rapport à leur rôle Oui, de management. Et souvent, quand on vient rajouter les organisations viennent rajouter la santé-sécurité au travail, ils le voient comme une chape de plus, oui, une charge de plus. Alors qu'en fait, au travers de la santé-sécurité, on peut en faire vraiment développer des outils, pas faire une charge de plus, mais faire justement un outil, enfin, alors moi j'appelle ça un fluidifiant de l'huile dans les rouages mhm, du management en général, parce oui, qu'en fait, on va arriver à recréer des liens avec l'équipe oui, et qui vont servir à plein d'autres choses derrière, dont l'opérationnel, la partie vraiment purement technique et opérationnelle, quoi. absolument, Mm. absolument. Alors après cette première partie qui nous permet de mieux comprendre la pédagogie active, ses méthodologies, ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce qu'on peut appliquer ça un peu partout, est-ce que toutes les formations s'y prêtent. Euh, alors Nicolas, est-ce qu'il y a des sujets qui se prêtent mieux à la pédagogie active que d'autres, ou est-ce qu'il y en a que vraiment c'est pas la bonne méthode? Alors, comme ça, schématiquement, j'aurais tendance à dire les pédagogies actives, vu le panel qui s'offre, le panel de solutions qui s'offre à ceux qui veulent les pratiquer, elles vont quand même pouvoir s'appliquer à beaucoup de cas où on veut renforcer les gens dans une certaine forme de savoir-être, savoir-faire. Euh, Après, la question se pose de, comme je disais, l'efficience de chaque chose que l'on fait en entreprise et de la nécessité de recourir à ce type de pédagogie active dans tous les cas. Et là, posé comme ça, j'ai envie de répondre, bah non, peut-être pas dans tous les cas, dès lors que ce n'est pas absolument nécessaire, vu que
dans certains cas, on n'a pas envie de vivre les inconvénients qu'on a cités tout à l'heure, et qu'on peut en faire donc l'économie, sans hypothéquer l'efficacité pédagogique. Je pense vraiment en particulier, je pense à des cas où on a un, un public, un groupe de participants qui seraient déjà experts dans dans leur matière, enfin, en tout cas des connaisseurs de leur matière, de la matière abordée, et que l'intervenant ou les intervenants seraient véritablement des experts de cette même matière. À mon avis, là, c'est pas la peine de faire toute cette dépense d'énergie mentale, de Mm. temps et donc d'argent pour atteindre nos objectifs. On est entre spécialistes et on peut aller droit au but. C'est ce qui se fait dans les universités au plus haut niveau, dans les départements de recherche. On s'encombre absolument pas et on continue de ne pas s'encombrer, je pense à juste titre, Mm. euh, de, euh, de pédagogie active. Néanmoins, ceci étant dit, faut prêter attention au fait qu'on pourrait, en généralisant ce principe-là, on pourrait commettre des erreurs. Parce qu'avant de devenir, enfin, dans un amphi, avant de devenir des spécialistes, on a quand même des gens qui sont Mm. un peu en train de découvrir tout. Et voilà. La deuxième limite, je viens de la citer, c'est quand on a des dizaines et des centaines de participants à impacter en un temps très court. euh, si on choisit la pédagogie active, bon, bah voilà, ça va être, ça va forcément pouvoir se passer que par touche. Et on va devoir se donner peut-être des rendez-vous de plus courte durée, mais beaucoup plus nombreux. Donc s'instaurer dans une périodicité pour impacter les gens par chapitre, si tu veux. Mm. Voilà. Maintenant, dans une configuration plus entreprise et finalement une configuration plus standard en ce qui nous concerne, avec des groupes compris entre 6 et 30 personnes, on peut quand même beaucoup, et souvent, euh, se chauffer du bois des pédagogies actives. Mm. Mm. Ça, c'est mon point de vue. Mm. Le, ça découle un petit peu d'une vision des choses très personnelles qui est que euh, tant qu'on n'a pas trouvé la solution pour embarquer les gens de manière efficace, euh, on peut se tourner vers nous-mêmes en se posant la question, est-ce qu'on y a suffisamment réfléchi? Mm. Mm. Est-ce qu'on a suffisamment réfléchi, investi Oui, pour- investi, et c'est vrai ce que j'ai Mm. investi en disant, est-ce que j'ai bien lu, est-ce que je me suis bien intéressé suffisamment à l'état actuel des réflexions, de la recherche à ces sujets-là? Mm. Je citais Gabriel Oettingen tout à l'heure, effectivement, c'est de dire, est-ce que je suis à la page ou pas en 2015? Combien de temps je mets Mm. à déclencher pour avoir cette lecture? Tu connais bien le truc, hein. Euh, Mm. et pour ensuite d'avoir cette lecture, la transposer en quelque chose d'efficace dans les solutions qu'on propose à nos clients. Mm. D'accord. Voilà. Ouais, très intéressant. Et tu sais, souvent j'entends que la pédagogie active, parce qu'on c'est plutôt pour les jeunes. Parce que, et même j'ai entendu hein, sur des collaborateurs, formateurs ou autres, ou même moi, j'ai pu le voir des fois à certains moments dans mon apprentissage de formateur, euh, des fois avec des expériences moins joyeuses, où j'ai des personnes qui vont me dire, ben, moi, je suis pas là pour jouer. Ah Euh, oui, ah bah et oui. voilà, donc ça c'est des choses moi que j'ai pu entendre dans mon passé de formateur. Et donc, comment on peut aborder la pédagogie active justement pour embarquer tout le monde? Parce qu'on peut pas se dire je vais former que les jeunes d'un côté, puis les vieux, je vais les former entre guillemets, je les vieux, je sais pas à partir de quel âge on est vieux, mais ceux qui sont entre guillemets dans un schéma différent, ben, je vais leur faire une autre formation. Donc, comment on peut embarquer tout le monde là dans cette pédagogie?
Ouais, alors, ce que tu dis, je te rejoins complètement. Euh, à mon avis, il y a déjà une première réflexion qui est de se dire pourquoi, comme ça, de manière instinctive, le grand public et celui qu'on rencontre dans l'entreprise, forcément, va avoir peut-être une idée préconçue, comme tu dis, en disant la pédagogie active, c'est plutôt une affaire de jeunes, c'est plutôt une affaire d'enfants, enfin, en fait, Mm. hein. Finalement, c'est peut-être que à force d'en lire, à force d'en écouter dans les médias du grand public, on a entendu des reportages, ou en tout cas, on a reçu des informations sur d'où venait cette pédagogie active. Et elle vient un certain nombre de chercheurs en pédagogie qui se sont tout d'abord concentrés sur les objectifs du système éducatif en termes de formation initiale. Et donc, qui se sont concentrés la pédagogie au bénéfice des enfants. Donc, ça s'est passé dans toute l'Europe, hein, Friedrich Froebel, Maria Montessori et d'autres. Chacun, finalement, dans sa chapelle nationale, s'est illustré par comment dire, la conception d'un certain nombre de solutions qui étaient d'abord destinées à bénéficier aux enfants. Ça peut être une première explication. La deuxième explication, c'est que tout simplement, et là, je parle du jeu pédagogique, c'est une question qu'on s'est posée au démarrage en disant comment les adultes vont-ils, euh, ceux qui décident pour les autres déjà, et ceux qui sont ensuite les participants, comment vont-ils réagir à cette solution de jeu pédagogique lorsqu'ils vont comprendre que c'est une modalité qui est absolument majeure et centrale dans la salle qui viennent de pénétrer. Et on avait, très objectivement, on avait le droit d'avoir une préoccupation qui était, Mm. vont-ils refuser, vont-ils, comme tu dis, avoir un pas de côté ou un pas en arrière carrément, quand on va leur dire, bah voilà, vous voyez, tout ce que vous voyez là, c'est un jeu et on va y passer un temps conséquent. Alors, on était dans ce questionnement-là, puis l'expérience nous a permis d'y répondre, tout simplement. Euh, la première des 15 solutions de pédagogie engageante qu'on a conçues s'appelait 100% prévention. C'était un jeu qui est qui est parfaitement dans la veine de tout ce qu'on a pu faire après. Et on avait des adultes qui rentraient et qui disaient ah, mais c'est génial, en fait, je me suis senti porté, puis pour une fois, on entend très très souvent ça en milieu ou en fin de formation engageante, c'est-à-dire pour une fois, voici une formation santé-sécurité dans laquelle on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Mm. Alors ça, c'est une première chose, évidemment. Si on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, c'est parce que, au-delà du jeu, sa matérialité, de ce qu'on peut en voir, eh bien, on actionne, et l'animateur actionne des leviers de la psychologie sociale, qui sont des leviers qui sont efficaces, et propres à leur faire prendre ces fameuses décisions. Les gens sont heureux, en réalité Mm. profondément satisfaits d'eux-mêmes de prendre des décisions. Voilà. Mm. Et après, dans ce podcast, on pourra parler de ce que, de toute manière, hein, quel qu'il soit, euh, pour peu qu'il fût très efficace, le face à groupe intégrant le jeu pédagogique ne doit, ne pourra jamais être considéré comme une solution en tant que telle qui tient debout toute seule. Ça, c'est Mm. pas vrai. Il Mm. faut arrêter de fantasmer. Même si on a un super face à groupe avec des gens qui prennent des décisions et qui se ressortent hyper satisfaits, il faut absolument autre chose pour atteindre nos fins et les fins du client. Voilà. Mm. Ça, ça sera sûrement un sujet qu'on pourra aborder. Mm. OK. Mm. Dernier point de cette deuxième partie que je voulais aborder parce que, bon, ça demande, tu parlais de psychologie, tu demandes de face à groupe, donc du travail du formateur, hein, de ces formations. Est-ce que être formateur,
je dirais, formation classique de formateur pédagogique. Est-ce que ça suffit à savoir faire de la pédagogie active ou éventuellement quelles sont les qualités requises pour être un bon formateur en pédagogie active? Alors, j'adore ta question et je crois que je suis au cœur de ma passion quand tu me demandes d'y répondre. D'abord, à chaque fois que j'ai une discussion comme ça avec un ou plusieurs interlocuteurs sur la pédagogie, je suis toujours en mesure en 2024 de leur conseiller de participer à des formations de formateurs. D'abord parce que ces formations de formateurs, elles ont, de tout temps, je pense, quand on les Hmm. choisissait bien, elles ont été extrêmement porteuses pour ceux qui allaient en faire leur métier, ou même qui allaient être des formateurs ponctuellement dans leurs Hmm. propres entreprises. Puis ensuite, parce que ces formations se sont adaptées, évidemment, aux pédagogies actives dont on est en train de parler. Moi-même, j'ai fait une expérience tout à fait particulière. J'ai participé à une formation de formateur dans ma carrière assez tôt. Et j'ai eu la chance d'avoir cette proposition qui m'avait été faite en tant que formateur interne dans une des entreprises que j'ai pratiquées en tant que salarié. Et donc, j'ai fait une première formation de 3 jours que j'ai trouvée absolument intéressante et inspirante. Et il s'est trouvé par la suite, probablement une dizaine d'années plus tard, que j'ai j'ai été amené, un petit peu forcé, à reparticiper à la formation de 3 jours qui portait le même nom, qui était animée par le même organisme, mais qui était juste pas animée par la même personne. Et en tout cas Hmm. pas évidemment avec le même programme. Et cette fois-ci, je l'ai trouvée carrément exaltante. Alors j'ai dit, bon, et c'était un sujet de surprise de chaque heure de cette formation, de cette deuxième-là, Hmm. parce qu'on se dit, on va rien apprendre, et finalement, non, 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 il y avait plein de choses évidemment à se réapproprier, mais surtout à redécouvrir. Hmm. Première chose, euh, donc c'est un socle pour répondre à ta question en premier abord. Après, les qualités requises pour faire de la pédagogie active et requises pour l'animateur, que je n'appelle plus formateur d'ailleurs, et que je commence parfois, dans certaines circonstances, à appeler facilitateur. Les qualités requises, je ne sais pas si je vais réussir à être exhaustive pour les citer. La première chose qui vient à l'esprit, et je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, c'est il faut qu'il ait une maîtrise relative quand même du sujet sur lequel on va ensemble s'aventurer. Mais euh, pour peu qu'il soit un expert, il doit garder en tête le fait qu'il ne doit pas se présenter en tant qu'expert. Hmm. De temps en temps, ça demande du talent d'acteur de connaître par cœur un sujet et de faire semblant de ne pas le connaître. Hmm. Je, Par exemple, j'arrive dans une entreprise qui fait des roulements à billes, etc. J'ai une formation initiale en mécanique industrielle. J'ai une expérience dans plusieurs entreprises industrielles de ce type-là, etc. Ça fait 10 ans que j'y travaille, etc. Mais je vais devoir quand même me forcer à faire un peu semblant Hmm. de ne pas tout connaître et voire peut-être même jouer à faire celui qui n'y connaît rien Hmm. euh, juste pour éviter d'hypothéquer la phase où chaque participant va se sentir responsable des problèmes ou des sujets qui posent à lui. Deuxième chose. Euh, Troisième chose, à titre d'animateur, et Jean Labattu le répète souvent à nos équipes, toute notre équipe d'animateurs, à titre d'animateur, on est la vitrine véritable de ce que l'on veut faire passer comme message. Euh, et donc, si je prends un exemple, si on est dans une formation sur le leadership en faveur de la santé-sécurité, il faut qu'on ait la double présence d'esprit permanente
d'être bien entendu aux yeux des participants et pendant toute la durée du face à groupe, euh, en véritable posture de leader, soi-même pour eux, et en véritable préventeur des risques, mm, sans de trop grandes failles de conviction. mm, Et donc, on est la vitrine de ce qu'on dit et de ce qu'on demande aux autres, évidemment, de peut-être de faire, ou en tout cas ce qu'on veut provoquer qu'ils fassent. mm, Voilà. Ça, c'est la troisième chose. En termes de qualité requise, ensuite, moi, je pense qu'il faut parler de l'ouverture d'esprit de l'animateur. Bon, évidemment, à l'égard des points de vue et des idées des autres et des participants en particulier. Euh, Cinquième point que je citerai, c'est la posture de facilitateur, justement, et celle d'un animateur qui évite à chaque fois que c'est possible, et c'est très souvent possible, de se mettre au centre du U, mm, et tant est qu'il y ait un U d'ailleurs, mm, de se mettre en tout cas au centre du groupe, d'organiser la salle spatialement, carrément pour éviter de pouvoir être physiquement au centre, mais en fait, ce qu'il mm, faut, c'est que surtout, les discussions et l'attention et l'énergie ne se polarisent pas sur lui, mais qu'elles soient mm, dépolarisées pour chaque participant vers tous les autres participants. Et donc, c'est là où on a besoin de ce facilitateur ou de cet animateur, en tout cas, qui réussit à passer pour quelqu'un qui a un niveau de connaissance tout à fait moyen sur les thèmes abordés. mm, Au fond, je veux dire. Donc, éviter la polarisation de l'attention autour de soi et corriger quand elle s'instaure, hein, cette polarisation, corriger la situation, avoir des mm, astuces pour faire marche en arrière. Voilà. mm, Euh, Avant-dernière chose à penser, à mon avis, et c'est pas des moindres peut-être, c'est d'être en forme physique et psychique soi-même, tout simplement, hein. Ça, c'est clair. C'est un incontournable des gens qui veulent impacter les gens et leur faire prendre des décisions. Tu le sais très bien, il y a un très haut niveau d'énergie à passer en mm, tant que formateur. Quand mm, on est animateur et que l'ambition est de faire prendre des décisions, je crois que c'est un cran encore au-dessus pour réussir à embarquer les gens, simplement. mm. Et je Oui, dirais, ça demande une grosse énergie, enfin un investissement et une grosse énergie. Enfin, moi, personnellement, je sais que ça me ressource. oui, Enfin, l'énergie du groupe me oui, ressource, ouais, mais dans la journée, on transpire, quoi. ouais, ouais, ouais. On donne. C'est vrai que dans 99% des cas, on anime une solution pédagogique qui est efficace, qui est inspirante pour nous aussi, et le groupe nous renvoie cette énergie-là, il nous la Mm, rend, hein. mm, Et dans 1% des cas, bon, bah, évidemment, nul n'étant parfait et nulle solution ne fonctionnant contre vents et marées, on a ce sentiment en fin de face à groupe que on est vidé parce que le groupe nous a pas mm, renvoyé suffisamment. mm, Bon, il y a différentes circonstances pour ça. La dernière idée que je dirais, qui est comment dire, c'est un peu moins dans les traits de caractère et dans les qualités à développer par l'animateur, c'est plus circonstanciel. C'est dès qu'on a, et c'est notre cas, hein, on a des animations qui sont tout à fait complexes, tout à fait originales. Les gens qui rentrent dans la salle ne s'y attendent pas. Et donc, nos animations doivent être, entre guillemets, tirées à quatre épingles. mm, Euh, pour les maîtriser de A jusqu'à Z, il est confortable soit d'avoir été à l'origine de la conception, soit, et c'est plus souvent le cas, d'être à l'origine de la personnalisation au cas du groupe, au cas du mm, client en général, et en tous les cas d'avoir été correctement briefé en tant qu'animateur par quelqu'un qui connaît absolument les tenants, les aboutissants et les ficelles à tirer à chaque mm, minute du truc. Ça, c'est le mm, job de Jean chez nous. mm. Ok.
Ouais, donc ça demande pas mal de qualité, ça demande voilà, d'avoir un socle de formation pédagogique, Ouais, si j'ai bien compris, mais après de développer des qualités et des connaissances entre guillemets d'animation et de facilitation oui, pour, parce qu'on n'est pas dans une formation descendante, on est dans une formation où on va faire grandir les gens, où potentiellement en plus on va peut-être s'appuyer sur les compétences des gens mm, qui sont déjà présentes, mais juste les faire éclore ou les faire grandir, quoi. exactement. Mm. Ok. Alors, troisième partie de ce podcast. Euh, donc, on a évoqué, on a introduit un peu on a dégrossi ce que c'est que la pédagogie active. On a vu aussi ce qu'on pouvait faire comme type, les qualités qu'il fallait avoir. Mais tu as évoqué en tout début une partie qui était importante, c'est que ça se prépare. Ça se prépare, un programme de pédagogie active à l'entreprise. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est comment on peut mettre en place un projet de pédagogie active dans une entreprise. Donc, je dirais, quelles sont les questions qu'une entreprise, une organisation devrait se poser avant de faire appel à ce type de pédagogie? Alors, ouais, j'adore ta question et je suis pas surpris qu'elle vienne de toi en tant qu'animateur des podcasts Premier Pas FOH, n'est-ce pas? Parce que là, c'est vraiment, là, on est tous les deux en plein cœur de notre quotidien. C'est, c'est cette question. Voilà. Qu'est-ce qu'une entreprise ou qu'est-ce qu'une branche d'entreprise doit se poser comme question avant de se dire on a besoin de tel ou tel changement chez les gens. Et donc, on a besoin de les rassembler, de leur prendre du temps dans un face à groupe, dans une salle de formation. Alors là, j'ai deux éléments de réponse qui nous occupent beaucoup d'énergie du côté Axiaris et qui servent pas mal des intérêts de nos clients. La première réponse, c'est une question. Voilà. La première question donc qu'une organisation doit se poser, euh, elle est simple et complexe. C'est quelles sont les causes des maux actuels? Et le corollaire, en fait, c'est raisonnablement, tant qu'on ne connaît pas les causes des maux actuels, assez logiquement, on n'a pas pu mettre les moyens pour se réorganiser, faire disparaître, ou tout au moins atténuer les causes de ces maux actuels. Et on a encore, Hmm. dans notre entreprise, dans notre fonctionnement, des méthodes, des discours, même des personnes ou des groupes de personnes qui sont en eux-mêmes les causes des maux qui nous touchent depuis parfois des années. Hmm. Et donc, si on ne répond pas à cette première question, on est capable de lancer un projet pédagogique qui est mort-né, tout simplement parce que on va chercher euh, à faire en sorte que les gens prennent des décisions valeureuses, à les remonter en énergie, etc. Tout ça pour les replonger derrière dans le même type d'origine de problème. Et Hmm. ça, chacun perçoit assez rapidement que c'est pas très raisonnable pédagogiquement et en termes de financier, c'est pas non plus un choix, comment dire, de Hmm. bon gestionnaire. Hmm. Euh, pour, pour, ce, pour répondre à cette question et permettre aux entreprises d'aborder le projet pédagogique en ayant un peu assaini leur propre situation et développer aussi leurs points forts, hein, quand même, Axiaris a fait le choix de concevoir de toutes pièces une solution qu'on appelle ACOST,
qui est en fait un référentiel qui est totalement libre, hein, puisque nous l'avons conçu, donc en conséquence de quoi nous pouvons le tordre dans tous les sens à raison. Et Accost permet d'identifier les causes des maux actuels euh, et d'auto-évaluer, en fin de compte, le niveau de performance de l'entreprise, euh, qui est et en lui posant tout un tas de questions au long de 26 critères, des questions qui amènent l'entreprise à prendre conscience des endroits ou des moments ou des choses qui sont faites et qui Hmm. constituent l'origine ou une des origines des prises de risques qui suivent Hmm. et qui sont les premiers à regretter derrière. Donc Acoste est là pour ça, répondre à cette question. Et la deuxième question, une fois qu'on a pu, ou quand on se dit non, non, on a déjà vérifié, on a déjà assaini la situation et notre organisation est OK. Ce n'est pas notre organisation qui structurellement génère en fin de compte l'origine des problèmes. Alors à ce moment-là, il est raisonnable de se dire tournons-nous vers le facteur humain et Hmm. essayons d'influencer ce facteur humain. Donc là, depuis bien longtemps maintenant, la réponse la plus simple a été une formation. Hmm. Et donc, si on le fait à l'ancienne, on va avoir donc un département formation d'entreprise qui va décider d'un budget, qui va décider d'une planification, qui va désigner un organisme de formation et qui va convoquer l'organisme de formation et des séries de participants. Convoquer étant parfois le terme Hmm. pas adéquat, mais en tout cas celui qui est utilisé, euh, à des séances en formation. Et ça fait pchit, comme c'est souvent le gros souci de nos clients, quoi. Et ça fait pchit parce que ben, ce n'est qu'un temps, c'est une durée qui est parfois très limitée, trop limitée, mais même si elle n'est pas limitée, ça peut faire pchit si on n'y prête pas attention. Et c'est pour résoudre cette deuxième énigme, cette deuxième question que dans l'équipe Axiaris, on a conçu, entre guillemets, une solution pour environner pleinement, efficacement et de manière raisonnable, sur mesure, environner chaque session de face à groupe où on demande aux gens de prendre des décisions. Finalement, l'ambition du face à groupe, c'est de prendre des décisions, mais l'ambition stratégique de l'entreprise, c'est que ces décisions, soient prises en adéquation avec sa politique et qu'elles soient évidemment suivies des faits. Alors, pour nommer facilement cette solution-là, il a fallu se résoudre à créer une marque. Et notre marque, c'est la péripédagogie. Euh, un mot qu'on a créé de toutes pièces qui désigne en fin de compte tout ce qu'on peut faire d'adéquat en amont d'une session de rencontre, enfin de formation. Et évidemment, l'adéquation n'est jamais la même, hein, d'une entreprise à l'autre, d'un projet pédagogique à l'autre dans la même entreprise, et parfois même d'une période à l'autre dans le même projet pédagogique. Tout ce qu'on peut faire en amont pour euh, mettre en bonne condition psychologique notre participant et le préparer à rentrer dans une phase de décision en amont de la formation, et tout ce qu'on peut faire en aval pour le porter, le suivre, le motiver et remotiver pour qu'il réalise de manière non douloureuse, mais pour autant efficace, Hmm. chacun des engagements qu'il aura pris. Hmm. Et il n'y a qu'à cette condition de péripédagogie planifiée, euh, réalisée de manière structurée et efficace,
qu'on a un projet pédagogique qui sera véritablement une réussite. Hmm. Ah, ça me parle beaucoup. Ouais. Et, ça rejoint un peu je dirais un peu la question que je m'étais posée parce que en faisant les recherches, j'ai vu que il y avait des données de l'OCDE. L'OCDE, c'est l'organisation je regarde mes notes parce que pour être sûr de ne pas me Mhm. tromper dans les termes, l'Organisation de coopération et de développement économique, ou sur Eurostat aussi. Ouais. On retrouve que la moyenne des formations continues par personne est de 2 à 3 jours en Europe. Mm. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, par an. Ouais. Les premiers, ben, c'est la Suède avec 10 à 12 jours. Mm. Donc, il y a le Danemark. On dirait que les pays nordiques voilà, ont une formation continue annuelle assez plus importante. Ouais. Bon, le 10e pays est à 1 à 2 jours. Nous, on n'est pas très loin de ce 10e pays, hein. On Mhm. est dans ces eaux-là. Ouais. Et, et donc, vu qu'il y a peu de formation continue, euh, ben, d'après ce que tu dis, effectivement, on obtient des résultats plus intéressants. Ça veut dire que peut-être on peut investir un peu plus de temps pour avoir des résultats meilleurs. Et je pense est-ce qu'elle peut obtenir, toi, quels sont ton retour? Parce que t'as pas démarré hier. Mm. Les résultats que tu as pu comparer entre une pédagogie classique, on va dire descendante, et une pédagogie active telle que tu l'as décrit, avec le suivi, avec voilà, la préparation. Ouais. Alors, il y a, en fait, un projet pédagogique est une responsabilité partagée, évidemment, entre une entreprise consommatrice et cliente et un organisme de formation. Ce que je veux dire par là, c'est que il appartient à l'entreprise d'écouter l'organisme de formation sur la durée des sessions et la teneur de la péripédagogie à mon aval, sur ce que tout ça doit impliquer en tant qu'énergie et en tant que temps à y consacrer. Donc il appartient à l'entreprise d'écouter ça. Il appartient en retour à l'organisme de formation de refuser de faire tenir dans un temps déraisonnablement court des, des sessions de formation, nous on appelle ça des animations engageantes, qui sont de facto vouées à l'échec. Donc, bon, bah, moi, à titre de dirigeant, je veille au grain, évidemment, pour ne pas qu'Axiaris puisse se faire, malgré lui, embarquer dans des projets qui n'ont pas d'avenir et qui ne représentent pas la véritable valeur ajoutée pour le client. Et j'ai tendance à constater et à conseiller euh, que la durée minimum d'une formation pour impacter les gens dans leurs convictions et les décider à changer leurs pratiques, c'est le minimum, c'est une journée. La durée, la courte durée satisfaisante, ça peut être 2 jours, et au-delà, c'est mieux. Voilà. Mais tout dépend, bien entendu, des objectifs pédagogiques poursuivis. Ce que je constate avec l'expérience, comme tu disais, ben, on a tous les deux pas mal d'années de roulage dans la formation. C'est sûr, on a constaté les mêmes choses. La question, c'est est-ce que toutes les personnes qui essayent de décider ou qui répondent à des projets de formation dans les entreprises, est-ce qu'elles ont bien compris ce qui se passe? Moi, voilà ce que j'ai compris. J'ai compris que, comme bien sûr les entreprises sont soumises à des contraintes budgétaires, les départements formation, et peut-être en particulier, mais pas forcément les départements prévention des risques professionnels, euh, ont eux aussi un budget qui est limité. Et lorsqu'ils ont
une fenêtre de tir, quelle que soit la durée dans, euh, dans laquelle on peut s'engager pour déployer des sessions successives, de toute manière, la tendance est toujours de bourrer au maximum et de mettre dans ce temps imparti un nombre qui frôle souvent le déraisonnable d'objectifs pédagogiques. Troisième responsabilité mutuelle, donc, à l'OF de dire attention, il n'y a plus le temps raisonnable pour traiter cet objectif-là ou ces deux ou trois objectifs-là, il faut les repousser. Mm. Euh, Quatrième précaution, effectivement, euh, à l'organisme de formation, conjointement avec le client, de dire quels sont les objectifs pédagogiques qu'il faut prioriser dans le temps. Voilà. Mais c'est l'organisme, souvent l'OF, qui est en mesure de dire non, non, il n'y aura pas assez de temps. Et Mm. si vous imposez ce programme-là, euh, il y a évidemment deux risques. Le premier, c'est qu'en le parcourant dans son entièreté, on fasse du saupoudrage, ce qui compromet la complète efficacité du dispositif. Et deuxième cas, pas plus enviable, c'est que les animateurs raisonnables qui vont avoir à animer ça vont faire des coups franches en direct. Il faut être franc avec ça. Mm. C'est clair, c'est net. Si on est franc si on a un rapport franc de co-conception ou en tout cas de bonne préparation avec son client, on doit être capable de lui dire ça. Mm. Ok. Et donc, effectivement, c'est ce qui me fait arriver à ces durées minimales prescrites pour laisser le temps aux gens de faire euh, en eux-mêmes, de procéder à un changement, Mm. plusieurs changements, plusieurs décisions sincères véritablement d'affûtage de telle ou telle pratique. Quand Mm. je dis les pratiques, on a parlé tout à l'heure de la population des opérateurs, mais c'est vraiment à tous les niveaux hiérarchiques, hein, c'est-à-dire la pratique d'un manager dans son management de la santé-sécurité, par exemple. Mm. Et donc, l'idée maintenant, c'est vers laquelle on peut aller de plus en plus souvent, je pense, c'est si les gens sont contraints aussi, pas que par le budget, mais aussi par la durée pendant laquelle on peut bloquer, entre guillemets, les gens dans le métier qu'ils font au quotidien, Mm. euh, c'est de passer en, en étapes successives disjointes dans le temps sur le même budget. Mm. Ça permet de faire l'économie, entre guillemets, euh, de gens qui sont pas là parce qu'ils n'ont pas pu finalement se bloquer. Ça permet aussi une meilleure appropriation et ça génère d'autres contraintes encore en termes d'organisation. Mm. Plus on va vers l'écoute de ce besoin-là, plus encore on va rajouter des difficultés d'organisation en plus de celles dont on a déjà parlé qui vont avec les pédagogies actives. Mm. Voilà. Ok, ça marche. Euh, J'avais une dernière question, parce qu'il y avait une formation chez vous, parce que quand j'ai regardé chez Aceris votre catalogue, euh, j'étais vraiment impressionné, pas par la quantité, mais par la qualité des formations et des sujets traités. Ouais. Et cette année, j'ai fait la formation de premier secours en santé mentale. Oui. Et il y a une formation qui a retenu un peu mon attention, c'est psychosocial. Ah oui, juste titre. Est-ce que tu voudrais nous la présenter, nous la présenter? Oui, alors psychosocial, comme, comme nos 15 grandes solutions d'animation engageante, c'est un jeu pédagogique de grande ampleur qui, comme d'habitude, va envahir une salle de formation, entre guillemets, et qui a vocation à rendre les participants fluides sur le thème des facteurs de risque psychosociaux et à les responsabiliser sans aucune, comment dire, sans aucune injonction
à identifier ces facteurs de risque psychosociaux dans leur environnement, pour eux-mêmes comme pour leurs collègues. Et dans les collègues, on met leurs managers et leurs managers. Et en fait, identifier ces facteurs-là et proposer, trouver et mettre en œuvre des solutions. Voilà. Donc, sur cette photo, on voit la salle dans laquelle on a installé le jeu psychosocial, et on distingue les deux équipes de participants qui se sont séparées et qui jouent quasiment indépendamment l'une de l'autre. Je dis bien quasiment, je vais vous expliquer comment. Donc chaque équipe compte 5 à 6 personnes, et on transporte les salariés, managers ou RH, ou bien encore même préventeurs de l'entreprise, qui se sont répartis donc dans ces équipes-là. On les transporte dans une réalité décalée, mais pas totalement fictive, qui est la réalité d'une entreprise de restauration, enfin un restaurant, hein. Mhm. Et chacun va jouer un rôle tout à fait personnalisé, qu'il n'a pas choisi, mais qu'il est apte à jouer dans ces 5 ou 6 personnes différentes qui travaillent dans le même restaurant, qui regardent donc de haut le plateau central qui figure le restaurant, et toutes ces salles et toutes ces activités, etc. Chacun des 5 ou 6 participants a un rôle dans ce restaurant-là, tout à fait défini, etc. Et on va faire passer chacun d'entre eux et tout le groupe par un certain nombre d'étapes de vie, hein, de l'entreprise de restauration. Et ils vont être soumis à des tensions ou à des événements porteurs en matière de qualité de vie et des facteurs renforçants en matière de psychosocial. Et par là, donc, par l'expérience simulée d'un milieu qui n'est pas le leur, mais que chacun connaît quand même, ils vont faire l'expérience de la diversité des facteurs de risque psychosociaux, et surtout l'expérience de deux autres choses. C'est le fait de se surveiller soi-même par rapport à notre niveau global de tension, et le fait de surveiller les autres collègues par rapport à leur propre niveau de tension. Et à chaque fois que quelqu'un a son tour de jeu, finalement, dans psychosocial, le contexte des uns et des autres change. Dans les joueurs autour du plateau de jeu, il y a des gens qui sont à un rôle d'opérateur, on va dire, par exemple le serveur, par exemple le cuistot, etc. Oui. Et puis, on a des gens qui sont plus du niveau de l'encadrant, de manager, par exemple le chef de salle, le maître d'hôtel, et le chef cuistot qui, ont la responsabilité d'eux-mêmes et la responsabilité des autres, et du restaurant et de la production quand même de ce restaurant. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, tour de jeu après tour de jeu, les joueurs vont découvrir ce que c'est que cette diversité des facteurs de risque, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme valeur ajoutée dans le fait de se surveiller et de surveiller les autres, et qu'est-ce qu'ils peuvent suggérer, et même mettre en œuvre eux-mêmes pour maîtriser ces facteurs de risque quand ils génèrent des tensions, parce qu'ils ont un intérêt, et c'est là où il y a une tension aussi ludique qui s'instaure entre les deux équipes, puisqu'on a deux groupes qui jouent dans la même salle. Ils se tirent la bourre, entre guillemets, pour produire au maximum de services, et donc quand même maintenir l'entreprise à flot en termes de rentabilité. Voilà. Et donc, on a un formidable jeu qui, tout autant qu'il est complexe et qui nous permet de développer, enfin de découvrir quelque chose d'assez profond, maintient de A à Z hein, une tension ludique propre à véritablement s'amuser en même temps qu'on est un petit peu tendu pour le fait de gagner, quoi. Voilà. Mhm. Ok. Ça, c'est Alors, psychosocial. Et hmm. psychosocial au sens plus large, donc c'est cette modalité ludique-là, centrale, avec d'autres modules qui viennent consolider les gens dans des décisions personnelles, évidemment, puisque c'est notre marque de fabrique. Hmm. Ok. Bon.
Eh bien, vous pourrez le retrouver sur le podcast en vidéo, mais voilà, cette image, mais voilà, elle est décrite sur le fonctionnement par Nicolas. Et c'est vraiment sur cette photo, on voit vraiment le côté plateau. Voilà, il y a d'avoir des cartes, des cartes peut-être rôle, action, voilà, des choses. Donc, en tout cas, sur cette photo, on voit des gens La qui, banane qui, qui ont la banane, voilà, qui ont aussi. envie Ouais. d'être là, quoi. Voilà. Qui prennent, on voit qu'il y a un intérêt, voilà, qu'il y a une attention portée sur ce qui est en train de se passer, quoi. Donc ça, Mm. c'est, voilà. J'aurais hâte peut-être j'y participerai un jour en tant que Eh ben, participant. et donc, tu vois justement la, humblement, quand on a créé, quand on a conçu, et ensuite quand on réussit à animer avec des super animateurs une solution aussi complexe, on peut être hyper satisfait du résultat. Le résultat, c'est pas seulement, évidemment, c'est pas seulement que les gens aient passé un bon moment, qu'ils aient l'impression que ça passe très vite, etc., et qu'ils ont la tête quand même bien remplie de Mm, pas mal de détails, qu'ils ont tout compris, etc., et qu'ils ont pris des décisions. Faut pas s'arrêter là, encore une fois. Faut se dire, nous, on connaît le produit. Au moment où on va décider ça avec le client, nous, on connaît le produit et on sait que, péripédagogiquement parlant, il y a des choses à mettre en place en amont, il y a des mm, choses à mettre en place en aval pour tirer mm. vraiment le maximum de bon jus de cet investissement. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la pédagogie là, c'est extrêmement important ce que tu dis parce que Euh, il faut avoir des gens le plus engagés possible dès le départ de la partie formation. Donc, il y Mm. a toute une préparation en amont. Mais après, le suivi, c'est extrêmement important parce que chacun n'a pas forcément les mêmes questions à la fin. Mm. Sur une session d'1 ou 2 jours, on est tous pareils, hein. Tenir notre attention pendant des journées entières, c'est compliqué. Il y a des moments où on a aussi peut-être moins été présent, même si on était présent physiquement, il y a peut-être des moments où notre esprit il est parti, donc on peut avoir loupé des parties, des concepts. Et c'est important post-formation, enfin post-formation présentielle Ouais, d'avoir un suivi et de pouvoir poser des questions ou de pouvoir compléter nos trous ou nos interrogations parce que c'est ça qui va nous permettre vraiment de pouvoir mettre en application et concrétiser la formation derrière. exactement. Des fois, c'est tout le sujet des formations, quelle qu'elle soit, hein. C'est la mise en application. Parce qu'on a tous fait des formations où on a appris des bases d'un sujet, un Mm. vocabulaire, des bases techniques. On a pu toucher du doigt une pratique, un outil. Ouais, Mais ce qui va faire vraiment la transformation de cette formation, c'est la pratique qu'on va faire derrière. C'est la mise en pratique. Et c'est ça absolument. qui est important. Et ça se décide pas, ça se déclare pas. J'aime bien le dire souvent. Mm, Encore une fois, c'est une de ces choses qui ne se déclare pas. mm, Il n'y a pas de mystère. C'est un petit peu comme la globalité de l'engagement d'une entreprise en faveur de la santé et sécurité. Il n'y a pas de mystère. On voit des entreprises qui cheminent, qui mm, consolident des résultats, qui vont assurément vers de moins en moins d'accidents et d'impact physique et psychique. mm, C'est parce que c'est la conséquence d'un engagement sans faille, et en tout cas durable. mm, Ben là, c'est pareil en fait. À l'échelle de l'individu qui participe à à une session, euh, ça ne se déclare pas pendant la session de dire, allez, maintenant je sens que vous êtes vachement engagé, on vous fait confiance. Et pour replonger vous-même dans le grand bain en faisant en plus l'application de ce que vous avez décidé, non, ça ne se déclare pas, ça s'organise, ça se planifie en amont et il faut soutenir ces gens-là, même s'ils sont mm. super motivés à la fin de la journée, des 2 jours, des trois Ouais. jours. Il faut trouver des moyens efficaces pour les soutenir. Pour éviter que le soufflet retombe. Et ça. Mm. Mm. Ok, ben, super. Et ben, on arrive à la fin de ce podcast. Je crois qu'on a couvert pas Déjà. mal de choses. Je vais Ouais. juste faire une petite
un petit résumé. D'abord, on a défini un peu ce qu'était la pédagogie active et l'engagement de l'apprenant dans un comportement, mais surtout une prise de décision autonome derrière sur les sujets de sa formation, ce qui Mhm. va lui permettre d'avoir, entre guillemets, une autonomie dans le temps. Euh, et ça va soulager aussi le manager dans le sens où on va éviter de tomber dans le manager qui vous dit ça fait 10 fois que je lui dis les mêmes choses. Et on va avoir plutôt un apprenant qui va être capable, entre guillemets, de prendre les rênes de sa propre santé, c'est sa sécurité, bien sûr selon le sujet de la formation. On a vu aussi que on pouvait faire beaucoup de choses avec la pédagogie active ou les différentes formes de pédagogie active, mais que effectivement la base c'est déjà identifier les problématiques, les causes des dysfonctionnements pour pouvoir en déterminer derrière une méthodologie adaptée, des objectifs pédagogiques derrière. Sans ça, effectivement, on a de grandes chances de tomber à côté et de faire un plouf dans la formation. Mhm. Et puis, dernière partie qu'on a un peu évoquée, c'est comment monter ce projet pédagogique. C'est se poser des bonnes questions avec l'outil que tu as évoqué avec 26 questions pour se poser les bonnes questions avant de démarrer un programme et un projet. Ouais, Donc ça va être c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu aussi. Et voilà, c'est d'engager l'entreprise, l'organisation dans ce projet de formation et pas juste d'être, entre guillemets, d'aller commanditer une formation, comme on dit souvent, nous, dans notre milieu, pour cocher une case. c'est ça. Voilà, mais pour amener une vraie transformation organisationnelle et humaine dans l'entreprise. Mhm. Ok. Donc, est-ce que j'ai bien résumé? Ça va, Ah oui, Nicolas? oui, tout à fait. Et c'est Bon, pas facile de résumer tout ça, mais bon. bon. Et puis maintenant, Nicolas, pour terminer, je vais te poser la question fondamentale de ce podcast. Ouais, Cela signifie quoi pour toi, conjuguer organisation et humain dans l'entreprise. dans l'entreprise? Ouais. Euh, une réponse en deux phrases, je vais essayer. Conjuguer l'organisation et l'humain, c'est anticiper tout ce qu'on doit faire en tenant compte euh, des, des attentes euh, et des particularités des humains qui constituent les équipes, dans un sens. Et deuxièmement, une fois qu'on est lancé dans l'application de ce qu'on avait prévu, rester ouvert, curieux et à l'écoute de chacun de ces humains-là, individuellement même, pour savoir lui poser la question assez facile mais pas habituelle, qui est la suivante. Comment tu te sens avec ça? Comment tu te sens avec ce rituel, avec cette étape qu'on avait prévue? Et qu'est-ce que tu penses de l'efficacité pour la santé et la sécurité de tout ça? Hmm. Pour moi, c'est ça. Ok, mais merci. Merci en tout cas pour cet échange, Nicolas, j'espère que ça apportera à nos auditeurs vraiment une ouverture sur ce que c'est que la pédagogie active, cette donnée qui est la péripédagogie, aussi, qui est importante, la préparation en amont, en aval aussi de la formation. Mhm. Pour les personnes qui nous écoutent toujours et qui veulent en savoir plus sur toi ou sur Axiaris, où est-ce tu veux qu'on les redirige? On mettra ça dans la description. Alors, ben ça serait il y a deux approches. On peut par curiosité aller déjà consulter notre site axiaris.com. Et puis surtout, ne pas hésiter à venir vers nous par l'adresse mail qui est assez classique, contact@axiaris.fr. Attention.
Subtilité. Voilà. Et Ok. rapidement après, soit moi, soit Jean ou Karine de chez nous seront mettront un point d'honneur à rappeler la personne ou à Mm. répondre aux questions. Effectivement, il faut surtout pas hésiter parce que vu la complexité du sujet qu'on aborde et la complexité des solutions que l'on propose, ben faut qu'on passe par des discussions riches Mm. rapidement, sans, Mm. sans aucune hésitation. Ok. Ben, je mettrai tous ces liens dans la description. Merci, Nicolas. Merci à toi, Pascal. Merci à Zios QSE et puis bonne continuation pour ces podcasts. Merci à toi.